Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler du Dumbo de Tim Burton que j'attendais tant et qui est sorti donc en salle ce mercredi en France. Je l'attendais pour deux raisons particulières. La première, Tim Burton, tout simplement, un de mes réalisateurs préférés qui m'a beaucoup fait rêver dans la première partie de sa carrière, on va dire jusqu'à Big Fish. Franchement, voilà. Et puis deux, le trailer, qui m'avait pas mal hypé. Je m'étais pris à rêver d'un retour du Tim Burton d'antan, mais surtout, voilà, il y avait des choses qui m'avaient plu. Après, il faut se méfier des trailers, hein. Le fait qu'il y ait Danny DeVito en Monsieur Loyal, un peu comme dans Big Fish aussi, voilà, il y a un petit clin d'œil qui me donnait envie. Et puis, bah, aussi, j'avais revu donc le Dumbo originel hein, de 1941, le dessin animé. J'avais bien aimé la relecture de celui-ci, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Et j'avais hâte de voir donc comment Tim Burton allait faire cette adaptation live action. Certes produit par Disney, donc on savait qu'il y aurait des limites, mais bon, Tim Burton quoi. Alors, avant de parler du film et de dire vraiment certaines choses dessus, que ce soit en non-spoiler et en spoiler sur certaines thématiques, je serais peut-être obligé d'aller sur certains points au niveau du scénario vers la fin, donc voilà, je mettrai des spoilers quand même. J'ai envie de dire que je ressors de ce film heureux de l'avoir vu. Plutôt émerveillé par certaines choses et surtout très intéressé par la richesse des thématiques abordées. Il y a beaucoup de choses à dire, je vais devoir d'ailleurs faire des choix parce que là, je ne vais pas penser à tout. Même si je suis un petit peu mitigé sur certaines choses quand même. Voilà, ça empêche ce film d'être un chef-d'œuvre objectif, mais subjectivement, j'ai quand même passé un très bon moment. Donc c'est une réussite à mes yeux. Avant donc de raconter un petit peu certains détails, je vais faire un point sur le casting, puisque dans ce film on retrouve Colin Farrell dans le rôle du père héros de guerre revenu avec un bras en moins, bref, voilà. Il y a Michael Keaton dans le rôle, pas de Batman, non, mais du grand chef du parc d'attractions qu'accueillera Dumbo plus tard. Danny DeVito, qu'on retrouve donc ici. Bah d'ailleurs, Michael Keaton et Danny DeVito, ils se retrouvent pour la première fois depuis plus de 20 ans. Je crois qu'ils avaient joué ensemble donc dans Batman le défi. Danny DeVito dans le rôle du Monsieur Loyal. Eva Green dans le rôle de la protégée de Michael Keaton, du personnage de Michael Keaton. Alan Arkin dans celui d'un banquier très américain qui représente le capitalisme d'époque, le Rockefeller, machin, compagnie. Et deux enfants qui débutent au cinéma, Nico Parker et Finlay Hobbins, qui jouent donc les enfants du personnage de Colin Farrell. L'histoire est assez simple. Bon, si vous connaissez l'adaptation de Disney, ça part clairement, enfin l'original de Disney, ça part complètement de la même manière. On est dans un cirque, il y a des machins et tout, et Dumbo va naître d'une éléphante, machin, tout ça. Pas de cigogne et tout, on enlève ce côté très enfantin de l'époque. Par contre, il y a des rajouts. Ces personnages humains qui n'apparaissent pas dans le film d'origine, notamment donc celui de Holt Farrier, joué par Colin Farrell, qui revient de la guerre, un bras en moins, et retrouve ses enfants, enfants qui n'ont plus leur mère, puisque celle-ci est décédée d'une grippe assez ravageuse quelques mois auparavant. Bref, le début du film est d'une tristesse abyssale. En plus, on voit que ces enfants n'ont pas du tout envie de travailler dans ce cirque. Leur père était un grand cow-boy, machin, c'est un peu le clou du spectacle. Et il va avoir du mal à continuer à l'être, ce clou du spectacle, pas par rapport à son bras en moins, mais parce que le monsieur loyal, donc Max Medici, a dû vendre ses chevaux parce que les temps sont durs et il est difficile pour un cirque de campagne, local et familial, de survivre parce que, bah, on comprendra plus tard, hein, Michael Keaton, roi du divertissement, gros parc d'attractions, bref, on a ici ces grosses entreprises qui viennent bouffer les petites entreprises familiales. Grosse critique générale de ce qui est devenu l'Amérique, machin, tout ça. Là, bon, voilà, là, c'est clair et net. Mais c'est l'une des thématiques nombreuses à développer dans le film. Et voilà, donc Max Medici cherche un nouveau clou du spectacle, il galère et tout, jusqu'au jour où l'éléphante qu'il a donc dans son cirque va accoucher d'un éléphant, un jeune éléphant, avec des grandes oreilles. Alors certes, au début, bah, il est rejeté, comme dans le film d'animation de Disney, moqué par les gens du cirque, par les enfants qui viennent, etc. Mais on se rend compte un jour que grâce au pouvoir de la plume, Dumbo peut voler. Voilà, ce qui attire malheureusement le grand chambellan du divertissement de l'Amérique à l'époque, un certain, alors lui il a un nom particulier, Vandermeer, V.A. Vandermeer, donc joué par Michael Keaton, qui repère Dumbo et qui le veut à tout prix dans sa grande infrastructure qui est à New York. D'ailleurs, ça s'appelle Dreamland, c'est assez amusant. Et voilà, tout ça, et après le film se poursuit
avec entre autres donc le personnage d'Eva Green qui est la protégée de Vandermeer, une sorte de trapéziste qui va donc collaborer avec Dumbo pour pouvoir être le clou du spectacle, machin, bref. Voilà, donc on en est là, et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on retrouve la patte Tim Burton. Alors certes, c'est produit par Disney, donc ça va être limité, ne vous attendez pas à de la folie pure, et à des choses assez vraiment... on n'est pas dans le grotesque, entre guillemets, hein, dans le grotesque horrifique de Burton, pas du tout. On n'est pas trop dans Beetlejuice, on n'est pas du tout dans tout ça, mais il y a des thématiques. C'est surtout sur les thématiques qu'on retrouve Tim Burton, avec la musique de Danny Elfman qui va bien, l'émotion est au rendez-vous, et ce qui est bien dans ce film, avant que j'aborde les thématiques, que j'aille plus loin dans l'histoire, c'est qu'il va plaire à la fois aux enfants et aux adultes. On retrouve ici une vraie double lecture. Moi j'aime bien ces films-là. Un peu comme dans beaucoup de dessins animés d'ailleurs. C'est très esprit dessin animé, où il y a cette lecture pour enfants et lecture pour adultes. Les enfants vont aimer, vont pas trop se poser de questions et tout, et suivre donc l'aventure de cet éléphanteau qui vole, qui est en danger, qui se sent pas bien, qu'on sépare de sa mère, comme dans le dessin animé d'origine, et qui va essayer de la retrouver, tout ça. Mais on rajoute à cette adaptation, à ce film d'origine, donc on rajoute beaucoup. Parce que l'animation de 1941 ne faisait qu'une heure, 1h10. Là, le film fait 1h50. Il y a donc toute la première partie du film qui est très fidèle à l'adaptation, enfin qui est très fidèle en adaptation au brûlot d'origine, et toute la seconde partie qui va aller plus loin, donc dans ce grand parc d'attractions de Dreamland, dans lequel Dumbo est forcé à travailler, séparé de sa mère, machin, tout ça. Et c'est là que, c'est pour moi la seconde partie du film qui rend ce film très intéressant. Il est vrai, je ne vous le cache pas, que toute la première partie, jusqu'au premier moment où Dumbo vole, même si c'est émouvant, hein, dans son cirque de campagne, ça passe, mais c'est pas super top non plus, d'autant plus que c'est donc très proche du dessin animé et qu'il n'y a pas beaucoup de prise de risque, si ce n'est sur la mise en scène. J'ai bien aimé par exemple ces moments où Tim Burton décide de nous mettre une caméra subjective, entre guillemets, dans l'œil de l'éléphant. Ça nous permet de voler avec la caméra et ça, les enfants vont adorer. Donc, c'est vraiment quand, on va dire, l'univers se noircit, qu'on se retrouve dans ce parc d'attractions qui paraît très infernal, très sombre, je trouve. On voit clairement ici la prise de position de Tim Burton. Et c'est à partir de ce moment que ça devient intéressant parce que les lectures sont multiples. Déjà, j'ai trouvé ça assez incroyable de voir que dans un Disney, c'est produit par Disney. Donc, c'est Disney, il y a tout qui chapeauté derrière. Tim Burton a pris le risque et on a accepté de lui confier de lui confier les clés, quoi. Et ben toute cette seconde partie, avec donc ce grand divertissement, ces parcs d'attraction, etc., résonne et sonne comme une grande critique de Disney justement. C'est-à-dire qu'ici on a un film Disney qui pratiquement, volontairement ou pas, je ne sais pas, s'autocritique. Le personnage de Michael Keaton, c'est la représentation de Disney. Disney qui veut donc racheter tous les talents, d'ailleurs même d'aujourd'hui, Disney qui rachète tous les studios. Là, Disney qui veut s'approprier tous les talents, approprier tous les talents autour, y compris donc ici Dumbo, pour avoir une sorte de monopole du divertissement. Et c'est trop ce que j'ai retrouvé dans ce film. Ça en est presque étonnant. Alors je ne sais pas si Tim Burton a joué là-dessus et les studios Disney n'y ont vu que du feu et ils ont laissé passer, mais c'est assez fou, je trouve. Rajouter à cela donc une critique de cette Amérique qui devient de plus en plus autour de la patte du gain. Bon, ça a toujours été plus ou moins ça, l'Amérique. Cette critique représentée par le banquier joué par Alan Arkin, donc J.G. Remington. Je ne sais pas, Remington, Rockefeller ou tous les autres hommes d'affaires de l'époque, banquiers de l'époque, industriels de Wall Street et tout. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent aux dépens des rêves, on achète les rêves pour en faire de l'argent, c'est ça, hein, l'industrie du divertissement. Donc il y a cette critique-là. Et puis il y a toutes les thématiques de Burton, moi j'ai beaucoup aimé, donc la thématique de la famille. Bon, la thématique des laissés pour compte, mais ça c'était très attendu, puisque Dumbo est un laissé pour compte, une sorte de outcast, un gars qui est différent, et donc c'est un hymne à la différence et à la tolérance, ce film-là, mais moins appuyé quand même que dans le dessin animé. Parce qu'ici, on se retrouve avec d'autres thématiques autour des humains, justement, ce que le dessin animé n'avait pas, parce que c'était vraiment centré sur les animaux. Et donc, la thématique de la famille, puisque, par exemple, Colin Farrell, c'est le père qui revient, il n'y a plus la mère, on sent quand même que c'est très difficile.
Et il y a la thématique aussi de la famille sur le grand propriétaire V.A. Vandermeer, qui, on sent, n'a plus envie d'aimer et s'est habitué à une certaine solitude parce qu'il a eu des problèmes avec son père. Tiens donc, encore un film de Tim Burton où un personnage a eu des father issues, comme on dit. Et c'est le cas ici, voilà, le manque du père, il a été abandonné, il a appris à se débrouiller seul, et il en est devenu méchant, il en a perdu son cœur. Bref, c'est intéressant, quoi. Donc, et ça amène à un des défauts du film en même temps. Parce que parler de ces thématiques familiales autour de ces personnages, c'est bien. Bah, pareil pour Danny DeVito, qui s'est inventé un frère, puisque c'est les Medici Brothers, le nom de son cirque. En fait, il est tout seul, donc lui aussi souffre de la solitude. Alors c'est bien cette thématique solitude face au lien familial, et c'est le lien familial qui est plus fort, machin, ok. Sauf que c'est là le défaut, le seul défaut du film pour moi, vraiment, c'est que les personnages ne sont pas assez, on va dire, approfondis. C'est dommage. D'autant plus que quand tu vois donc le père de famille, c'est surtout ce personnage-là d'ailleurs qui manque d'approfondissement selon moi, donc Holt Ferrier, revenir de la guerre, meurtri, bras en moins, il a perdu sa femme, bon, il était déjà au courant, hein. Il retrouve ses enfants qui ne se sentent pas bien, il peut plus faire son boulot correctement, bref, c'est fini, quoi. Il n'a plus vraiment de but, si ce n'est donc continuer à élever ses enfants. Et c'est dommage parce qu'il y a toute cette thématique du gars qui revient de la guerre, blessé, qui n'a plus sa femme, qui doit élever ses enfants seul, ça passe complètement à la trappe, je trouve. Alors il fallait faire des choix. Les enfants sont plus centrés autour du jeune éléphanto Dumbo, ils l'aident à voler, c'est un peu ils sont un petit peu les anges gardiens, les mentors de l'éléphant. Mais du coup, je trouve que le personnage du père passe à la trappe, si ce n'est qu'il est là pour être le héros, et, enfin plus ou moins, le héros de guerre qui devient le héros, l'anti-héros et tout. Bon, passons, mais ça ne va pas assez loin selon moi, et c'est dommage. Idem pour donc le personnage de Michael Keaton. On voit qu'il a eu donc cette souffrance quand il était plus jeune, ce qui explique qu'il est un petit peu, on va dire, dans cet état-là. D'ailleurs, à un certain moment, on voit qu'il fait des caprices comme un enfant qui n'a pas eu ce qu'il voulait et tout. Il veut avoir le pouvoir, machin. Bon, j'en dis pas plus, parce que sinon je spoil si je dis où ça se passe dans le film. Mais c'est pas assez développé, c'est dommage. Pareil pour le personnage de Danny DeVito, on aimerait en savoir plus. Tiens, pourquoi il s'est inventé ça, machin. Il n'y a pas trop de dialogue autour de lui qui montre pourquoi il est seul. C'est voilà, c'est ce qui manque pour moi. C'est peut-être le problème donc d'une adaptation qui se veut très riche en thématiques, qui doit quand même plaire aux enfants, qui est quand même chapeautée par Disney à côté, qui donc doit raconter son histoire féerique et faire rêver. Et donc on manque en profondeur et en noirceur, enfin on n'arrive pas à voir les origines de certaines noirceurs et on n'arrive pas à creuser derrière, c'est dommage. Donc ça c'est le bémol du film, ça aurait pu tellement être un chef-d'œuvre si ça avait été super bien abordé ça, mais voilà. Il y a aussi un autre petit bémol, c'est les acteurs, par moment, alors c'est très sympa quoi. Bon, Colin Farrell au début du film, pas trop dans son personnage je trouve, c'est mon point de vue, hein. Mais après ça va, c'est super bien, il n'y a pas de souci. Michael Keaton, j'aime cet acteur. On sent parfois qu'il cabotine, qu'il surjoue son personnage. Mais ça va très bien avec le côté névrosé donc, de ce chef de parc d'attractions qui a eu des problèmes dans sa jeunesse et on sent qu'il n'a pas tout le contrôle, quoi. Même s'il veut avoir le contrôle et qu'il a l'illusion d'avoir le contrôle, il pense avoir le contrôle, mais en fait, on se rend compte qu'il ne contrôle rien. Donc ça aussi, c'est l'un des messages. C'est pas parce que vous avez le contrôle et l'argent. D'ailleurs, on voit qu'il dépend du banquier, là. Sans ça, il n'est rien. Bref, ce n'est qu'une illusion de contrôle. Mais en fait, derrière, tout se casse la gueule, quoi. Donc ça, c'est bien fait aussi. Il y a ce personnage-là donc, qui aurait pu aller plus loin. Et puis alors, le personnage... Moi, c'est un gros problème pour moi, ce personnage-là. D'Eva Green, donc la trapéziste française. D'ailleurs, c'est cool de voir ce film en VO. Parce qu'elle parle français un peu. Hein. Eva Green, elle est franco-américaine ou franco-anglaise, d'ailleurs. Bref, elle est française, hein, ça c'est sûr, mais elle a des origines, je ne sais pas. Bref, c'est la fille de Marlène Jobert, oui, d'accord. Bon, bref, je ne sais pas. Ah non, elle est franco-suédoise en fait. Ah ouais. Donc, ouais, bref, elle est bilingue. C'est ça qui compte pour le film. Et elle est française, Eva Green, malgré son nom. Et elle joue bien son rôle d'artiste française qui a été repérée, elle aussi achetée dans la rue par celui qui veut tout contrôler, qui en fait sa muse, machin, bon bref. Et c'est dommage parce que là aussi on va pas très loin, et moi ce qui me gêne dans ce personnage-là, c'est très personnel encore une fois, c'est son retournement de situation.
Voilà, j'en dis pas plus, mais elle va changer de camp, grosso modo. Bon, parce qu'elle se rend compte, machin, que strass et paillettes, ça ne fait pas tout. Mais il n'y a pas trop d'explications derrière et ça manque, voilà, ça manque de détails. Mais bon, passer tout ça, toutes ces thématiques, franchement, derrière, sont super intéressantes. Et Tim Burton le bosse très bien, ça. Et je ne sais pas si je vais faire de partie spoiler, en fait. Non, parce que même si je révèle des trucs qui sont en deuxième partie de film, ça spoil pas grand chose. Ce film est inspoilable de toute façon, j'ai envie de dire, si ce n'est la toute fin, mais je vais pas expliquer ce qui se passe. Gardez juste en tête que c'est un Disney, donc voilà, ne vous attendez pas à un truc de fou au niveau twist final, quoi. Et ce qui m'a plu, donc, c'est ces thématiques, il y a aussi des références, tiens d'ailleurs, références à King Kong, parce qu'il y a une attraction dans le Dreamland du personnage de Keaton, là, qui s'appelle Nightmare Island, et l'entrée c'est King Kong, quoi, avec pas mal d'animaux qui sont transformés en animaux mythologiques, machin, détournés avec des fausses, voilà, avec des prothèses et autres. Bon, voilà, c'est un peu ridicule. Il y a un peu le grotesque horrifique de Burton qui arrive là, mais ça aurait pu être un peu plus appuyé aussi. Et puis il y a aussi des références à Jurassic Park dans le film. À un moment, je dis pas quand et comment, mais il coupe le courant et du coup, la réaction des gens, des personnages face à cette situation, c'est les cages aussi ont été désélectrifiées. Sous-entendu, il y a des animaux dangereux et tout. Ça vous rappelle pas Jurassic Park, ça? Ah, j'ai sursauté là. Je me dis, tiens, je sais pas si Tim Burton a voulu faire ça, mais je me demande même s'il n'y a pas une réplique exacte qui avait été citée je ne sais plus, par le garde-chasse, il me semble, dans Jurassic Park. Même réplique mot pour mot. Bon, bref, voilà, des références, des thématiques, thématiques familiales, la thématique du rêve aussi et du divertissement qui paraît illusoire au final, parce que l'important, et c'est le message du film, c'est la famille, c'est le être ensemble. D'ailleurs, il y a voilà, c'est aussi le fait que être seul rend aigri, bref, pas mal de trucs là-dessus. Donc, moi j'ai bien aimé, en tout cas, malgré tout, malgré ce que j'ai pu dire donc, pendant quelques minutes sur les bémols. Et je pourrais en dire plus, mais finalement, je pense que j'ai couvert à peu près tout ce que j'avais dit. Je regarde mes notes sur mon téléphone, où j'ai pris quelques notes à la sortie de la séance. Mais voilà, un pro ciné critique, je pense que ça me suffit pour l'instant. Enfin, vu le concept, ça suffit pour l'instant au niveau analyse. Mais ouais, il y a vraiment des choses à analyser. Ce côté, donc, et à détailler peut-être lors d'une discussion et d'un débat futur, avec certains collègues cinéphiles et youtubeurs qui se reconnaîtront peut-être. Ça méritera, je pense, pas mal de discussions aussi. Ce côté, donc, critique, voire autocritique, donc si c'est contrôlé par les studios Disney, donc de Disney avec le personnage de Michael Keaton. Et ça, moi je trouve ça couillu, dans un sens. Couillu de la part de Tim Burton, et ou de Disney. Parce que je ne sais pas qui a pris cette décision. Mais si c'est Tim Burton qui a réussi à faire avaler ça à Disney sans qu'il s'en rende vraiment compte, moi je dis chapeau monsieur. Bref, pour finaliser mon analyse et mon ressenti sur ce Dumbo de Tim Burton, un bon film qui aurait pu être très très bon ou excellent, je dirais même un très bon film quand même, du coup, parce que je suis content d'être sorti de là. Surtout, enfin voilà, surtout dans sa seconde partie, dès que le cirque est donc transféré vers la grandiosité du Dreamland de divertissement, tout ça. Voilà. Il y a plein de thématiques aussi sur la science qui apparaît, le progrès aussi, mais ça aussi, ça aurait pu être plus développé, mais finalement, c'est du secondaire dans le film. On voit le changement d'une certaine époque, 1919. On est en fin de révolution industrielle, on est en plein dedans encore, et il y a pas mal de nouveautés qui apparaissent. On est en post-guerre, donc l'envie de reconstruire et d'aller plus loin et tout. L'envie d'explorer aussi. À un moment, il y a une référence à Aller sur la Lune par le banquier, donc joué par Alan Arkin. Bon voilà, il y a plein de petits trucs et des petites thématiques intéressantes qui font que ce film est riche et qui méritera un second visionnage en temps voulu. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que c'est le meilleur Tim Burton que j'ai vu depuis longtemps? Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Je dirais que potentiellement oui. Je sais pas si c'est mon préféré depuis Big Fish, qui soit en dessous pour moi de Big Fish, largement. Hein. Mais c'est à réfléchir. Il faudrait que je les revoie tous ceux entre temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous dis à la prochaine. Ciao.